Alors, du coup, moi, ça va être assez simple. J'ai un slide et je voudrais commencer par rebondir sur la présentation juste avant. Tu as cité tes filles et tu as dit elles reproduisent dans le monde du métaverse ce qui se passe dans la vie réelle, en l'occurrence jouer à cache-cache. Et en fait, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'humain. C'est-à-dire que je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que l'innovation, ça prend ou ça prend pas dans une organisation. Donc en gros, on va parler d'une pièce qui est pour moi est maîtresse dans une entreprise. C'est le côté face, le leadership, et le côté pile, qui est la culture. Parce que le leadership est vraiment ce qui apporte la culture dans une entreprise, quoi. Et donc, on a plein de gens qui nous expliquent comment innover. Donc on sait faire avec la théorie CK, avec le design thinking, avec par exemple Alexandre Osterwalder qui nous explique comment gérer un portefeuille d'innovation. Donc on sait faire. Et pourtant, ça prend pas forcément, quoi. Pourtant, on a des histoires dans l'histoire de l'innovation. Je sais pas, par exemple, on peut citer IBM, qui est quand même une entreprise qui a beaucoup innové, qui pourtant du temps de ses mainframes, n'a pas vu le serveur arriver et a perdu, s'est vraiment fait bousculer. Et dans les années 2000, IBM a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, quoi. Et pourtant, on sait comment faire, quoi. Et il n'y a pas de blocage. Les DG, ils veulent qu'on innove, ils mettent leur poids, etc. Il n'y a pas de blocage. Pourtant, on est pris dans le travail de tous les jours, on est pressé. Et en fait, ce qui est stratégique passe toujours au second plan. Et ce qui est et l'innovation, c'est stratégique. Et souvent, en fait, l'innovation, c'est vu comme le petit poil à gratter qui vient chercher les petits trucs nouveaux, un peu à la mode, sexy, qui vont ajouter un peu de sel, de piment dans l'entreprise. En vrai, l'innovation, ce que ça doit être, c'est un moteur de la stratégie de l'entreprise, quoi. C'est pas du tout quelque chose qui doit être confidentiel, quelque part dans l'organisation. C'est quelque chose qui doit porter la stratégie, qui doit la nourrir, qui doit la remettre en question et qui doit la faire vivre cette stratégie. Et c'est vraiment important de faire vivre cette stratégie, parce que si on fait pas ça, on risque de disparaître. Bon, ça c'est évident. Et encore de nos jours, il y a des gens qui, quand on voit une société d'Elon Musk, il y a des gens qui disent « ça ne marchera pas », qui en fait, plutôt que de se dire comment moi je pourrais faire, ils voient une vision qui semble folle et ils se disent non, ça ne marchera pas, c'est pas possible physiquement, etc. Et en fait, du coup, il y a vraiment un blocage, mais qui est de l'ordre de l'habitude, en fait. Et vraiment, en fait, malgré le fait qu'on décide, qu'on veuille, qu'un directeur général notamment veuille innover, souvent, ce qu'il fait par habitude, c'est ce qu'il a toujours fait et ce qu'il fait encore. C'est-à-dire qu'il est pris par des directeurs financiers, des directeurs des RH, des problèmes avec les syndicats, des problèmes avec les gens de la R&D, etc. Et donc, il y a des habitudes qui ne permettent pas d'innover, quoi. Donc, je vais en citer une qui est très importante, à mon avis, pour les innovateurs. J'ai accompagné un grand groupe du CAC 40, donc une équipe de R&D d'à peu près 1 millier de personnes. Et donc, en fait, c'était une équipe R&D qui avait l'habitude, en fait, de prendre en entrée le besoin et puis de proposer des choses. Et souvent, on lui disait non parce qu'il y a un contrat, parce qu'il y a des contraintes qui fait que on doit faire ce qui est prévu, quoi. Et notamment, la légende, c'est que le directeur général allait appeler et que du coup, il allait nous dire que c'était pas possible. Et donc, on les a accompagnés à autoriser le conflit, quoi. Et c'est-à-dire que le conflit est créateur, quoi. Et un conflit, c'est pas deux égos qui veulent se détruire l'un à l'autre. C'est une conversation qui permet de construire une réalité et qui permet d'avancer, en fait. Et beaucoup de grosses entreprises n'autorisent pas l'innovation parce qu'ils n'autorisent pas le conflit et que le conflit est vu comme quelque chose à éviter absolument et que la carrière de certaines personnes peuvent être remise en cause parce qu'ils ont créé un conflit et du coup, en fait, c'est l'entreprise dans sa globalité qui en pâtit
du fait qu'on voit en fait qu'on ait un modèle mental, une habitude qui ne permettent pas ça, quoi. Et donc, tout le monde veut l'innovation pour passer à la suite. Et en fait, tout le monde veut l'innovation, mais d'une certaine manière, quoi. Et on l'a vu avec les pousses seringues, c'est un exemple qui m'a beaucoup plu. Et ben souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on va quand on veut faire du pouce seringue, par habitude, eh ben on en achète plus, on va commander. Et en fait, il y a personne qui veut prendre le risque de faire des choses, d'aller faire la lettre à l'autorité sanitaire pour autoriser à mettre deux médicaments. Ça se trouve, tout le monde le sait qu'on peut mettre ces deux médicaments ensemble. Mais on ne va pas le faire par habitude, et puis parce que aussi, on est dans son rôle, et dans son rôle, souvent, on n'a pas les compétences, les connaissances pour aller proposer quelque chose d'innovant, quoi. Donc voilà, et moi j'ai un autre exemple, donc c'est dans l'armée américaine, par exemple. Et ben, quand on a une armée, par exemple, de l'air qui est créée autour des pilotes de chasse, et ben c'est très difficile en fait de proposer des innovations comme les drones, parce que en fait il y a un ego qui s'est créé autour d'un rôle très déterminé, et qui fait que l'innovation est acceptée si elle va améliorer ces gens-là, si elle va les pousser à aller plus loin. Mais si jamais on propose par exemple un drone, les gens se sentent remis en question, et donc ils vont créer une situation qui ne va pas permettre l'innovation. Et on le voit, on voit qu'en fait les États-Unis ont réussi à faire ce pas vers le drone, et il y a beaucoup de pays qui n'y arrivent toujours pas, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de l'ego des gens qui est vraiment disproportionné, quoi. Surtout dans l'armée de l'air, par exemple, où le pilote de chasse, c'est un peu un dieu sur Terre. Et ensuite, il y a les heuristiques de décision. C'est-à-dire que souvent, en fait, on dit qu'on veut innover, etc. Mais en fait, les critères de décision qu'on a pris en compte, c'est des critères qui sont un peu biaisés, quoi, qui sont liés au business d'aujourd'hui, alors qu'on veut aller faire le business de demain, que le business de demain, il sera beaucoup plus gros que le business d'aujourd'hui, mais la carrière de chacun dans une grosse organisation, elle tient à ce qui se passe aujourd'hui, et donc jamais, en fait, on va repenser ces critères décisionnels, quoi. Et donc ces trois faits, en fait, ils illustrent en fait le fait que l'innovation, finalement, on sait comment innover, on a les technologies, on a les cas d'usage, etc. Et pourtant, voilà, les gens, ils vont avoir peur. Il y a un peu une vallée de la mort avec un courbe des changements. Et les gens, au début, il faut comprendre, quand on est innovateur, qu'ils vont avoir peur. Et c'est normal d'avoir peur. On se sent remis en question parce qu'il y a une innovation. Voilà, il y a no code qui arrive. Et ben, le développeur, il se sent remis en question, quoi. Et il a peur, il est en colère, il se dit c'est quoi ce truc? Moi je sais coder, c'est pas quelqu'un, je sais coder proprement, etc. Et donc il faut créer une situation où le no-code, où il va y avoir vraiment une explication, où chacun va pouvoir prendre sa place et où on va pouvoir créer quelque chose ensemble, quoi. Et donc c'est important de vraiment voir que il y a des processus psychologiques qui sont en place et qui font que on va pouvoir innover ou non, quoi. Et par exemple, quand on est depuis longtemps sur un projet, on aura du mal en fait à l'abandonner et à passer à autre chose, à passer à la technologie après, quoi. Et donc ça, c'est encore une habitude. Et donc moi, je voudrais donner deux exemples. Voilà, c'est par exemple à la NASA. Ils sont passés d'une administration qui envoyait des gens sur la Lune, qui créait des navettes spatiales, à une administration qui posait des questions. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est que dans les années 2000, la NASA s'est rendu compte que avant, en fait, il suffisait de faire le plan Manhattan, on mettait 10 milliards sur la table, le gouvernement américain, l'innovation, elle venait que de là, du gouvernement américain, Internet, etc. Et puis en fait, on allait trouver parce qu'on avait des moyens colossaux par rapport à ailleurs. Et dans les années 2000, ils se sont rendus compte qu'ils commençaient à être dépassés par des acteurs privés, quoi. Et donc, ils se sont organisés. Et donc, c'est le haut qui a changé la culture
de la globalité de la NASA pour dire maintenant, vous êtes des spécialistes du domaine, mais qui allaient poser des questions, quoi. Et donc, qui allaient dire, vous allez me faire une fusée qui coûte 1 million d'euros, SpaceX, Blue Origin ou d'autres, et vous répondez à la question. Et donc, vous imaginez bien qu'au début, les gens qui sont engagés à la NASA, ça faisait 20 ans qu'ils étaient là, et qu'on leur dit, tu vas plus construire les fusées, maintenant tu vas poser la question pour construire la fusée du futur, et puis pour aller peut-être sur Mars, et c'est un changement en fait qui est vraiment de culture complet, quoi. Et c'est important en fait de savoir comment on fait pour en fait changer une culture de cette manière, quoi. Donc en fait, dans une organisation, quand on présente un projet à l'échelle, souvent, ça c'est un diagramme de Fauvet qu'il y a ici, il y a les innovateurs, ils sont les militants, c'est les militants de l'innovation, ils veulent changer les choses, et puis en fait, souvent, ils se retrouvent face à des opposants. Et ces opposants, en fait, ils vont tout faire pour casser le projet et ils vont prendre énormément de temps aux innovateurs pour aller les convaincre, pour aller changer les choses. Et en fait, la bonne manière de faire, c'est vraiment de plus essayer de trouver les acteurs clés en fait, de l'organisation pour innover et d'aller convaincre des gens qui sont déjà proches de l'innovation et qu'on va pouvoir attirer assez facilement vers l'innovation. Et en fait, par capillarité, les gens vont être tous amenés vers l'innovation, mais par leur pairs, quoi. Et il y a beaucoup d'innovateurs, j'en ai fait partie, qui essaient de convaincre en fait toute l'organisation avec beaucoup de communication, des hackathons, beaucoup de communication sur les startups avec lesquelles on travaille, etc. Et ça peut créer des comportements défensifs. Et en fait, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment de créer des comportements défensifs, c'est de prendre en frontal les peurs des gens, de prendre en frontal l'ego, de prendre en frontal les habitudes des gens. Quand on va en frontal avec des choses qui sont psychologiquement très dures pour les gens, qui provoquent de l'angoisse, des attitudes qui vont être violentes, on va vraiment créer une situation qui n'est pas propice à l'innovation, quoi. Et il y a des gens qui sont très forts pour créer des innovations, des petites innovations pour entre guillemets savonner la planche, etc. Donc c'est important en fait de déterminer qui sont les innovateurs potentiels, qui sont les acteurs clés et qui va permettre de changer la culture, quoi. Et en fait, pour faire ça, il faut vraiment avoir une idée claire de ce qu'on veut, une vision claire de où on veut aller, du fait que on veut nourrir la stratégie, on veut la remettre en question à travers des startups, à travers des POC, etc. Et qu'on veut aussi créer un espace pour créer le futur de l'organisation, quoi. Et donc pour ça, c'est important de créer un sponsor fort avec les chefs et d'avoir des preuves de concept qui passent vraiment à l'échelle et qu'on puisse qui puissent en fait créer un environnement qui est pérenne pour l'innovation, quoi. En termes de structurel, c'est vraiment important d'avoir différents modèles d'innovation où on va pouvoir créer plus ou moins de risques. Donc, on va avoir l'innovation incrémentale qu'on va faire proche des équipes R&D habituelles, et puis jusqu'à l'innovation de rupture où on va plus faire reposer le risque sur des startups vers lesquelles on va pouvoir prendre des participations, ce genre de choses. Et donc, il y a vraiment quelque chose à créer à ce niveau-là, quoi. Et donc, le coaching d'organisation, dans tout ça, il sert en fait à donner aux managers une grille de lecture psychologique de l'organisation, une grille de lecture des habitudes, des critères de choix qui orientent les décisions, qui orientent les manières d'être, les manières de faire de toute l'organisation. C'est en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais on a une grosse proportion au conformisme. On a tendance à refaire ce qu'on a déjà fait parce qu'on sait que ça marche. On a tendance à faire ce que nos pairs font parce qu'en fait, c'est rassurant.
Et le fait de faire des choses différentes, ça crée de l'angoisse chez certaines personnes, et on ne s'en rend pas forcément compte quand on a un innovateur, parce qu'on a un profil en général psychologique qui est particulier, qui est un profil de marginal séquent, qui est ouvert à l'extérieur. Et en fait, ce profil fait peur à des gens qui sont très conformes, quoi. Et donc, le coaching d'organisation, il permet de se rendre compte des mécanismes, des dynamiques qui sont à l'œuvre dans l'organisation. Donc, les critères de décision, la vision qui est en place, qu'est-ce qu'elle provoque, si on propose tel ou tel genre de projet qui ne sont pas habituels pour des gens qui sont habitués à faire toujours la même chose, des ouvriers, etc., des ouvriers, des ingénieurs qui sont habitués à faire toujours la même chose depuis très longtemps, ça va avoir des réactions. Et puis parfois aussi, l'organisation a des habitudes et qui ne permet pas, par exemple, aux jeunes qui ont été formés. Donc moi, je suis ingénieur, et c'est vrai que l'IA, à mon époque, ça existait à peine. L'époque où j'ai fait mes études, et maintenant en fait c'est quelque chose de complètement standard qui maîtrise complètement, et en fait il y a de plus en plus besoin de laisser sa place aux jeunes. C'est pour ça qu'il y a un turnover élevé, et donc dans une des organisations que j'ai accompagnées, on a mis en place en fait un COMEX Shadow qui permet en fait de récupérer la manière de voir l'organisation des jeunes, et en fait ce qui a permis en fait aux managers d'adapter leur technique de management pour permettre aux jeunes de mettre en place en fait toutes les innovations qu'ils veulent proposer, quoi. Et tout ça en respectant en fait l'ordre des choses dans une entreprise, quoi. Parce que y a un ordre des choses dans les entreprises qui fait qu'elles fonctionnent, qui est à respecter, et qui est générateur de beaucoup de chiffres d'affaires aujourd'hui. Et donc un des travaux que j'ai fait, par exemple, dans une licorne peut devenir une organisation qui a des réflexes de vieux assez rapidement, bizarrement. Et en fait, c'est qu'ils étaient habitués à réagir toujours de la même manière, et du coup, il y avait beaucoup de pression, et en gros, l'idée, au bout d'un moment, c'était uniquement de faire plus avec moins de ressources. Et en fait, cette licorne que je ne vais pas citer, elle a créé un environnement avec beaucoup de burn-out, où l'innovation n'était plus possible, parce qu'il y avait une pression telle pour faire la même chose plus vite, plus fort, qu'ils étaient complètement... donc ils ont créé une peur qui était très forte, très forte chez les employés, et qui fait qu'en fait cette peur empêchait les employés en fait de proposer des choses nouvelles, quoi. Et donc leur business model ne pouvait évoluer que à partir du haut de la direction générale. Et en fait il y avait un blocage, et donc quand même on peut se dire, dans une licorne, c'est quand même un environnement propice pour innover, c'est quand même l'idéal, on va pouvoir faire plein de choses, il y a plein de jeunes qui y vont pour ça. Et puis en fait, ils se rendent compte que on arrive dedans, et qu'est-ce qu'on a ? On a j'allais dire une prison, c'est un peu fort, mais on a une prison d'habitude, hein, une prison on est comme ça, une prison aussi décisionnelle, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé du relationnel entre tous ces gens-là, pour qu'ils travaillent ensemble, parce que souvent l'innovation, elle dépend de plusieurs équipes. Et donc l'idée, c'est de créer une équipe apprenante. Et pour créer une équipe apprenante, il faut qu'il y ait une équipe qui parle le même langage, et donc c'est le langage de cette entreprise qui va être adapté pour l'innovation, que les gens vont trouver ensemble. Les gens, ils vont apprendre à se connaître aussi, ils vont apprendre que en essayant d'innover ensemble, ils vont être plus forts, et ils vont obtenir une habitude d'innovation, une habitude de pouvoir proposer des choses nouvelles, une habitude de pouvoir s'appuyer sur l'autre équipe, et entre guillemets en respectant l'ego de chacun, quoi, parce que l'ego, parfois c'est un gros mot pour beaucoup, mais il est là, quoi. Donc il faut faire avec, quoi. Et donc voilà, on va créer un environnement en fait
où les gens ils vont pouvoir proposer, où ce sera sécurisé pour proposer. Donc on peut le faire de manière structurelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent l'intrapreneuriat, qui proposent le citizen coding, ce genre de choses. Donc ça, c'est structurel. Mais l'intrapreneuriat, pour avoir connu ça dans mon précédent job, parfois, les meilleurs, on ne les laisse pas participer à un programme d'intrapreneuriat parce qu'on veut qu'ils restent dans l'équipe pour faire avancer l'équipe. Et donc, le manager qui est un peu intelligent, jamais son personnel il ira dans le programme d'intrapreneuriat, quoi. Et donc, on en aura certains, mais on ne les aura pas tous, quoi. Et donc, pourquoi ça ? Parce que dans l'habitude, dans la manière de s'organiser du management, il y a quelque chose de propriétaire dans les ressources qui fait qu'on ne va pas laisser les gens faire. Et donc, en fait, cette grille de lecture, elle permet aux leaders de voir, en fait, les conséquences de ce qu'il fait, quoi. Moi, pour donner un petit exemple, encore donc voilà, le leader qui dit « soyez innovants » et qui, après, a le défilé des gens de la R&D pour leur dire de faire ci, et puis qui change de décision au fur et à mesure, et qu'en fait, chacun va décider un par un dans le bureau et va faire changer les décisions, et qui en fait crée des décisions qui sont biaisées, qui ont été faites en chambre entre quatre yeux, et ben ça fait que ça laisse la place qu'aux intérêts de chaque personne pour chaque décision, et l'intérêt global se perd en fait, parce que le seul critère qu'on prend en compte, qu'il prenait en compte en l'occurrence, il a changé, c'était sa relation personnelle avec ces personnes-là, quoi. Et en fait, il n'avait pas de critères de décision sur l'innovation, quoi, et sur le fait que on veut avancer dans le même sens, quoi. Il n'y avait pas que l'innovation, en l'occurrence, dans ce schéma. Et en fait, du coup, moi, je voudrais donner un exemple que tout le monde connaît, c'est Disney. Disney, il faut voir que quand même, à l'origine, c'est quand même une souris qui est dessinée, qui est quand même quelque chose de pas innovant du tout. Et ils ont quand même eu un PDG dont je me souviens plus le nom, Bob Iger, voilà, qui en fait a eu la présence d'esprit de se dire la petite souris c'est bien, mais là il y a Pixar qui arrive, et je vais me faire bouffer, quoi. Et donc ils se sont rencontrés en fait avec Steve Jobs, et en fait Steve Jobs lui a dit tu rachètes Pixar, et demain Pixar c'est Disney, et en fait Pixar va mourir, quoi. Donc il lui a dit ne rachète pas Pixar, quoi. Bon, à la fin il lui a vendu, mais il lui a vendu dans certaines conditions, quoi. C'est qu'en gros il lui a vendu mais dans le package avec un programme pour changer la culture de Disney, pour faire en sorte que Disney et Pixar d'ailleurs acceptent un changement de culture, pour que maintenant on ait La Reine des Neiges, un film d'animation, mais qui a la touche Disney, quoi. Et puis en fait, ça a vraiment fait le boule de neige, parce que du coup, ça leur a permis d'accepter le streaming. Donc maintenant, Disney+, ils ont racheté Fox, qui leur a permis d'accepter le streaming, d'accepter l'innovation. Et en fait, à chaque fois, ils mettent la culture Disney au cœur de leur innovation. Et c'est pour ça que ça marche. C'est qu'ils n'ont pas trahi l'ADN de Disney. C'est que c'est encore les grandes oreilles de Mickey, Disney. Et pourtant, on fait du Star Wars, il y a encore Dark Vador, il y a Marvel, il y a des super-héros, mais on voit, pour les fans de Star Wars, on voit que c'est Star Wars maintenant avec Disney, il y a quand même un peu c'est devenu un peu gentil, quoi. C'est devenu un peu plus... c'est devenu un peu... Enfin voilà, l'image que j'ai, c'est Luke Skywalker qui va se battre contre lui-même, contre Dark Vador. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec Disney, ce serait peut-être plus possible. Mais pourtant, ils ont réussi à respecter et l'ADN de Star Wars et l'ADN de Disney, quoi. Et donc, pour moi, vraiment, le changement culturel, le leadership que l'innovateur doit faire preuve est très important. Et en fait, il faut se rendre compte que le leadership de l'innovateur va créer une certaine culture, et que
on travaille sur un échiquier qui est un peu politique dans une entreprise. Il y a des habitudes, il y a des gens qui ont du pouvoir, il y a des jeux de pouvoir, il y a... voilà, parfois, moi, quand j'ai commencé l'innovation, donc il y a une dizaine d'années, on se dit, on a ce qui se fait de mieux, les gens ils vont l'accepter, quoi. C'est plus compliqué que ça. Et d'avoir des grilles de lecture psychologiques, ça permet en fait de mieux faire les choses, quoi. Et donc travailler sur le leadership, c'est quelque chose d'important pour insuffler une culture de l'innovation. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Et puis je pense que par exemple pour revenir à l'exemple de départ où je parlais des pilotes de l'US Army, il a fallu la guerre en Irak et on se rend compte que perdre un pilote américain, c'était hors de question en Irak pour des Irakiens. Donc on a envoyé les drones, quoi. Et donc il y avait une crise qui a fait qu'ils n'avaient plus le choix, quoi. Et en fait, le coaching d'organisation, c'est pour éviter d'attendre qu'on n'ait plus le choix pour innover, d'attendre d'être presque mort pour innover, quoi. Et donc voilà à peu près. Et on l'a vu dans l'histoire des pousses seringues, hein, il faut qu'il y ait quelque chose de dramatique pour que les gens se disent il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et sinon, les gens ne le font pas. Et donc, on peut vraiment créer une situation où les gens vont le faire, même s'ils ne sont pas au pied du mur, quoi. Donc voilà, moi j'ai fini. Merci infiniment, Benoît. Merci beaucoup. On a même réussi à parler de Dark Vador avec vous au Teams 2022.